Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler médias et on va faire une vidéo, j'avais dit il y a au moins 2 semaines je crois en arrière, parce que j'ai fait pas mal de vidéos depuis donc la mémoire s'arrête, je fais des AVC en ce moment, mais j'avais dit que j'allais faire des vidéos sur la télé-réalité et ça va être le cas aujourd'hui. On va faire 3 vidéos en fait. Sur la télé-réalité, on va faire une première vidéo sur la télé-réalité d'enfermement. Donc les émissions type Star Academy, Love Story, on va revenir sur qu'est-ce que c'est, un petit peu l'historique de ces émissions, l'intérêt pour la télévision et pourquoi ça ne marche plus aujourd'hui. Ensuite, on fera une deuxième vidéo sur les jeux qui ont quand même une base de télé-réalité, c'est-à-dire les Koh-Lanta, les Danses avec les stars, l'île de la tentation Secret Story, les télécrochets, et on va revenir là-dessus également. Et puis on aura une dernière vidéo sur la télé-réalité qui s'assume pas vraiment, la télé-réalité qu'on essaye de cacher mais qui est en fait très présente, et on va voir que en fait, dans beaucoup de styles de programmes, on a de la télé-réalité et qu'à partir du moment où, grosso modo, vous mettez une caméra devant quelqu'un, ça modifie un petit peu la réalité et que ça a des conséquences. On va commencer sur cette première vidéo avec la télé-réalité d'enfermement. Alors, qu'est-ce que la télé-réalité d'enfermement? C'est extrêmement simple. C'est en fait ce qu'on connaît le plus de la télé-réalité, ce sont les émissions qu'on a le plus souvent en tête quand on parle de télé-réalité. Donc, ce sont des télé-réalités, grosso modo, on réunit des gens qu'on va enfermer dans une maison, dans une villa, dans un loft pour la première d'entre elles, et on va les regarder vivre. C'est un petit peu ça le principe. Alors, on va leur faire quelques jeux, mais le principe même, ce n'est pas forcément le jeu, ce n'est pas d'éliminer des concurrents, c'est juste de regarder des gens faire une émission de télévision. La première émission qui s'est déroulée de cette manière, c'est Big Brother. Big Brother qui est très connu en Grande-Bretagne, donc qui a été la première émission, je crois que c'est lancé en 97. Et pendant quelques années, en fait, il y a eu un accord tacite en France pour qu'on ne fasse pas cette émission-là. C'est-à-dire que M6, TF1, France Télévisions, Canal s'étaient entendus pour ne pas emmener cette télé qualifiée de télé-poubelle en France, de télé-réalité d'enfermement, pour ne pas l'amener en France. Mais en fait, la télé-réalité d'enfermement, c'est juste une émission. On va enfermer des gens dans un bâtiment. Parfois, il y aura des petits trucs à côté. On va voir qu'il y a des télé-réalités d'enfermement où il y a des petits défis dedans, il y a des petits jeux à l'intérieur. Mais le principe même de base, c'est de regarder des gens se foutre sur la gueule et qu'ils soient enfermés dans un bâtiment, dans une villa. La télé-réalité d'enfermement, c'est la première télé-réalité, on va dire. Enfin, c'est les premières émissions qu'on va qualifier de télé-réalité. Mais la télé-réalité existait déjà avant. Les Perdus de vue et autres des années 90, c'était déjà de la télé-réalité. On mettait déjà en scène la réalité. C'est ça le principe de la télé-réalité. C'est de la télé qui va te faire croire que c'est de la réalité en mettant en scène la réalité. Donc l'histoire, la première émission d'enfermement, c'est pas Love Story. Il y a une émission qui a eu lieu sur TF6 quelques mois avant le Love Story. Le Love Story, ça sort en été. Il y a eu une émission qui est sortie quelques mois avant sur TF6, mais qui n'a pas eu un grand succès. Donc c'est pour ça qu'en France, on dit que l'arrivée de la télé-réalité, c'est le Love Story. Le Love Story, c'est vraiment un copier-coller de Big Brother. Le principe du Love Story, c'était simple. On mettait, je crois que c'était 6 filles, 6 garçons. Il y avait autant de filles que de garçons, et l'objectif était de les voir dans une villa. Chaque semaine, des candidats étaient éliminés par le vote du public. Donc c'était les Lovesters qui nous avaient le moins impressionnés sur la semaine. C'est là tout le principe du Loft. Il fallait donc être marquant pour la télévision, pour les spectateurs. Alors le Loft, quand c'est arrivé en 2001, c'est un truc qui a fait un débat monstrueux. Il faut se rappeler juste de la situation au moment du Loft. Vous avez une émission de télévision, c'est un format qui est inédit. Tout le monde dit c'est de la télé-poubelle avant même que ça arrive. Il faut savoir qu'il y a des gens qui vont faire des manifestations devant M6, qui vont être terribles, qu'il y a des gens qui vont essayer de trouver les lofters, de trouver l'endroit où c'était à la plaine stade de Plaine Saint-Denis. Il faut savoir que c'était dans le lieu où il y a tous les studios de télé, où vous avez les studios de jeux. C'est là où vous avez mis le loft, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont essayer de rentrer dans le loft. Il va y avoir pas mal de problèmes d'intrusion de personnes extérieures qui vont tenter de rentrer. Il y a même des gens qui vont réussir à aller dans le jardin
Il faut savoir que vous aviez le bâtiment de Love Story, vous aviez un petit jardin avec des palissades et puis une petite piscine, la fameuse piscine. Et c'est la première émission de ce type, donc c'est-à-dire qu'en France, on n'a pas de réglementation à l'époque sur le Love Story. Les seules choses qu'ont imposé le CSA, c'est qu'il devait y avoir une pièce où il n'y avait pas de caméra, en plus des toilettes et de la salle de bain. C'était, voilà, il y avait des zones où les caméras étaient interdites, mais faut savoir qu'il n'y avait pas d'interdiction autre, sinon. Donc vous pouviez faire n'importe quelle épreuve. Et les images étaient diffusées en streaming. C'est aussi la force de Love Story. Love Story, c'est une émission qui est assez intéressante à analyser parce que c'est la première émission de télé-réalité, d'enfermement, mais c'est aussi la première émission où on a décidé de tout diffuser. C'est-à-dire que c'est l'ancêtre de Twitch, Love Story, parce qu'il y avait une plateforme. Alors il fallait prendre un abonnement sur TPS et c'était diffusé 24/24 et sans censure. Et en fait, l'image de Loana dans la piscine, avec Charles-Édouard, je crois, un truc comme ça, c'était en fait diffusé sur TPS Star, parce que ça s'est déroulé vers 23h30 minuit, et ce n'est pas diffusé à la télévision. Voilà. Et ils se sont fait avoir par leur système de streaming, parce que voilà, c'est après que c'est devenu un véritable enfer. Après, le principe du jeu, il n'y en avait pas en fait. C'est-à-dire que c'était pas vraiment un jeu, c'était vraiment, on les regardait vivre. C'est-à-dire que le Love Story, des souvenirs que j'en ai, parce que je suis pas sûr qu'on puisse retrouver des émissions aujourd'hui sur YouTube ou autre. En fait, il se passait rien des journées. Contrairement à un épisode aujourd'hui des Anges, enfin, il se passe des choses. On va dire, où il y a des engueulades et des trucs comme ça, dans le Loft, les 3/4 des épisodes, vous allez les regarder, il se passe rien, on se fait chier, on voit des gens qui se dorment la pilule au soleil, qui vont dans la piscine, mais il se passe absolument rien. Le Loft, il y a eu une économie autour de Loft très importante, c'est-à-dire qu'on a créé une émission, on a créé plein de trucs à côté. Il y a eu des singles, pour vous dire, j'en ai même eu un quand j'étais tout petit, des singles, le Up and Down, et ben je l'ai eu. Il y a eu plein de choses annexes, mais le jour où ils quittent l'émission, ça a été monumental pour Loana, pour les Stevie, pour les autres. C'est-à-dire que quand ils étaient dans la maison, ils ne savaient absolument pas ce qui se passait. Et le Loft est assez intéressant parce que c'est une émission où les candidats ne connaissent pas les codes de la télé, ne connaissent pas les codes de la télé-réalité, ce qui est de moins en moins le cas aujourd'hui et ce qui pose problème avec cette télé-réalité d'enfermement. Le Love, c'est la première émission. On enchaîne ensuite très vite avec Popstar sur M6, c'est-à-dire que le Love s'arrête, Popstar démarre. Et quasiment au même moment, on va avoir la Star Academy. La Star Academy, je crois, démarre en octobre 2001 et le premier Popstar démarre en septembre, un truc comme ça, fin septembre. Popstar, c'est aussi une télé-réalité d'enfermement. On a créé en fait une sorte de mini-fame, de mini-Undo Stress pour les plus jeunes. Et on suit les candidates, on les suit dans les moments difficiles, dans les moments un peu plus simples. Alors, Popstar, Star Academy, on reviendra dessus également quand on parlera des jeux basés sur la télé-réalité, mais Popstar et Star Academy, ce sont des émissions de télé-réalité d'enfermement. Pourquoi? Parce que Popstar, on les suit tous les jours. On les voit très peu chanter en fait dans Popstar. Regardez la première version de Popstar, vous avez ce fameux moment, retrouvez-le sur YouTube, où alors c'est la saison 2, pardon. C'est la saison 2, mais les deux premières saisons de Popstar sont assez ressemblantes. Où le mec qui faisait les danses, qui était en fait le Mia Fry, c'était un peu Mia Fry ou Kamel Wally, quoi, tu vois, de la bande, qui fait le moment avec les quadricolores, avec la table de ping-pong à côté. Cette scène est magistrale, cette scène de télévision. C'est vraiment regardez, c'est du même acabit que Jean-Pierre Raffarin qui imite Johnny Hallyday. C'est vraiment du même niveau. Et donc, vous avez donc cette émission Popstar où on prend un prétexte, créer un groupe de musique, créer un boys band ou un girl band, mais un peu du même principe, et où on va créer des stars. Pareil pour Star Academy, sauf que c'est en solitaire dans Star Academy. Mais en fait, c'est un prétexte pour faire une émission de télé-réalité d'enfermement. Parce que la Star Academy, on les voyait très peu chanter au final. Les primes, c'était très court par rapport aux heures et heures qu'on avait de moments où ils s'engueulaient, où ils faisaient l'amour, où ils parlaient au téléphone. Parce que la Star Academy avait cette fameuse séquence où vous aviez un temps limité de téléphone.
Les mecs avaient genre 2 minutes pour téléphoner et à chaque fois il y avait une mise en scène qui était assez magistrale. Les moments face caméra où je sais pas, Jennifer qui dit ouais, Arman Nantai, un petit peu saké. Bon, c'est une imitation de Jennifer extrêmement mauvaise, mais il y avait tout un Star Academy et Popstar, ce sont des émissions de télé-réalité d'enfermement. Et puis après, dans le début des années 2000, on va en enchaîner. On va avoir Le Bachelor, on va avoir Nice People, on va avoir également La Ferme Célébrité, on va avoir Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Il va y avoir un enchaînement vraiment parce que ça faisait des très très grosses audiences. Il faut savoir que le Love Story, c'est à peu près 45% de part de marché. Je crois que la première soirée du Love Story, c'est un truc genre 50-60% de part de marché. C'est énorme. Et ça touchait les jeunes qui étaient un public qu'on avait déjà perdu un peu avant. Hein. C'est pas nouveau que la télévision a du mal à attirer les jeunes. Et en fait, on a créé la télé-réalité, on a fait de la télé-réalité pour attirer les jeunes. Il faut savoir que Love Story, ça a été un gros problème pour M6 parce que, comme je vous avais dit, normalement, toutes les chaînes de télé s'étaient un petit peu entendues tacitement pour pas lancer un programme de télé-réalité. Et en fait, M6 a lancé Love Story parce que TF1 allait lancer Koh-Lanta. C'est vrai que j'ai oublié, il y a eu le premier Koh-Lanta présenté par Hubert Auriol, parce que personne ne s'en souvient que c'est Hubert Auriol qui a animé le premier Koh-Lanta, et pas Denis Brognard. Denis Brognard fait déjà la saison 2. L'avantage de toutes ces émissions-là, c'est que ça reste quand même des jeux. C'est pas aussi malsain que les émissions qui arriveront après parce que les candidats ne connaissent pas les codes de la télé-réalité. Encore une fois, ça reste quelque chose d'assez inédit. Alors, ça reste des émissions qui sont très plates parce qu'il se passe pas grand-chose au final. Mais bon, c'est pas les pires émissions. Ça va commencer à se dégrader quand on va avoir Marjolaine et les millionnaires, par exemple. Enfin, Greg le millionnaire et Marjolaine. Parce que Marjolaine, c'est la première personne qui va se servir de la télé-réalité pour se faire une petite notoriété. Marjolaine, elle participe en fait à Greg le millionnaire. Greg le millionnaire, c'était quoi le principe ? C'était un mec qui s'appelait Greg, qui était en fait maçon et qui faisait croire qu'il était un millionnaire. C'est l'ancêtre de Laurent Ronac, hein, de l'émission de Laurent Ronac. C'est vraiment, c'est une imposture, mais c'est comme ça. Après, bon, les filles étaient pas très futues parce que Greg le millionnaire, il avait absolument pas la tête d'un mec qui était pété de thunes. Hein. C'était tellement gros qu'il y a des moments, je pense que les candidates le savaient au bout d'un moment. Et Marjolaine s'est dit, tiens, je vais me faire connaître grâce à la télé-réalité. C'est-à-dire que je crois qu'au départ, alors je sais plus si elle décide de sortir avec lui à la fin ou pas, ou je sais plus si elle décide de le plaquer lors de la dernière émission. Et ensuite, il va y avoir Marjolaine et les millionnaires. On va faire un petit business qui va pas durer très longtemps parce qu'aujourd'hui, elle est plus du tout connue, cette fille-là. Mais c'est la première fille qui a décidé d'être une starlette de la télé-réalité. Puis après, on va en avoir plein qui vont utiliser les codes de la télé-réalité, énormément sur Secret Story, parce que Secret Story sera l'émission, on va dire, des petites starlettes de télé-réalité, mais les anges, même les Marseillais, les ch'tis, qui vont comprendre qu'il y a un business à se faire autour de ça. De toute manière, il y a une économie qui s'est construite autour des émissions de télé-réalité. Alors, j'ai pas parlé des émissions de dating également, mais il y a quelques émissions de dating qui étaient basées sur les émissions d'enfermement. C'est le cas, par exemple, de Greg le millionnaire, du Bachelor, parce que toutes les prétendantes étaient dans une même villa, dans le Bachelor. C'est pour ça que ça faisait du catfight un petit peu. J'ai pas non plus parlé de l'île de la tentation, qui était aussi sur le même principe, et qui était aussi sur un format de jeu. Des émissions comme ça qui étaient un petit peu hybrides. Koh-Lanta, par exemple, c'est totalement un hybride, donc c'est pour ça que je vais pas trop en parler dans ces vidéos sur la télé-réalité, parce que Koh-Lanta est vraiment une émission type hybride. Donc les émissions de dating également. Autour de la télé-réalité d'enfermement, au début des années 2000, il y a toute une économie qui va se construire autour de ça, qui est une économie également de la télé-poubelle. C'est la création de la presse People. La presse People, jusque dans les années 90, c'est de la presse People assez tranquille. Bon, on parle un petit peu des stars, mais c'est gentillet. C'est les fans d'eux, c'est les trucs comme ça. C'est ce genre d'émissions, c'est exclusif. Mais c'est des émissions qui sont très gentilles. Là, on va passer à la presse People à la britannique. C'est-à-dire la presse People qui va aller chercher Loana, qui va prendre son pain, qui va aller chercher... je parlais de Greg le millionnaire avec une autre prétendante et qui va le dire. On va donc passer dans ce monde un petit peu britannique de télé-poubelle. Il va y avoir des magazines qui vont se créer comme Entrevue, qui avaient une spécialité, c'est de mettre à poil des stars de télé-réalité. C'était un petit peu leur spécialité. Et puis on va créer ces fameuses scénettes.
ces fausses histoires, ces fausses paparazzades. Donc Closer s'en est fait la spécialité, mais il y en avait d'autres qui faisaient ça. Et ça va être le début vraiment de la presse people. Ça va être l'âge d'or même, je dirais, quasiment de la presse people. C'est l'âge d'or de la télé poubelle de toute manière, et l'économie autour de la télé poubelle. C'est l'âge d'or également. On va créer des émissions autour de la télé-réalité, par exemple le Mad Mag sur Énergie 12, mais même les afters du Love Story, plein d'émissions en fait vont être créées avec la télé-réalité. Et puis ensuite, un peu après, dans les années 2010, on va voir les influenceurs, les tweetos, YouTube également avec Jérém Star. Jérém Star, sa carrière, c'est la télé-réalité. S'il n'y a pas la télé-réalité, il n'y a jamais de Jérém Star. Ou Jordan Deluxe également, qui a commencé comme ça et qui maintenant est sur Non-Stop People. Non-Stop People, qui est la chaîne qui a été créée. S'il n'y a pas le Love Story, il n'y a pas Non-Stop People derrière. Pourquoi il y a eu un intérêt de la télévision pour ces programmes-là ? Premièrement, au début des années 2000, ça fonctionne. C'est-à-dire que ça fait des cartons d'audience. Ça fait du 5-6 millions de téléspectateurs. Et puis, c'est des programmes qui tiennent dans le temps. C'est-à-dire que c'est des programmes qui ont cette faculté. Vous enregistrez 3 semaines de programme, vous en diffusez 3 mois. Alors, un peu moins au début des années 2000, mais énormément après. Ça sera le cas pour Secret Story, mais surtout pour Les Anges. Les Anges, c'est 3 semaines de tournage, tu as 3-4 mois d'émission. C'est des émissions parfaites. Donc c'est déjà un intérêt en termes de production, parce qu'au final, voilà, on a une émission, on sait qu'on a un access qui va fonctionner, plus des émissions en prime qui vont fonctionner. Parce qu'à l'époque, la Star Academy, c'était diffusé à 18h50, ça faisait des cartons à 18h50, et puis le vendredi, ça faisait un carton également. Donc c'était parfait pour les producteurs de télévision, pour les mecs comme Gérard Louvain et autres. Alexia Laroche-Joubert s'est fait sa thune sur les émissions de télé-réalité. Elle était déjà productrice avant, Alexia Laroche-Joubert, mais elle faisait pas un carton. Là après, elle s'est fait des couilles en or. Enfin, des couilles en or, vous m'avez compris un petit peu l'expression, quoi. Elle s'est fait des pépettes avec la télé-réalité. L'intérêt aujourd'hui, il est toujours là pour la télé-réalité. Ça fait plus beaucoup d'audience, ça fait entre 600 000 et 800 000 téléspectateurs, mais l'avantage c'est que ça coûte pas cher, la télé-réalité. Encore une fois, 3 semaines d'enregistrement, 3 mois de programme. Il n'y a aucune émission qui a un rendement pareil. Et puis ça coûte pas cher parce que les candidats sont pas payés très cher. Aujourd'hui, les candidats sont obligés d'être payés à cause de l'île de la Tentation, qui a fait jurisprudence après derrière. Mais un candidat de télé-réalité, c'est payé 2000 balles. 2000 balles pour 3 semaines. Normalement, les taupes, il faut savoir que dans les Anges de la télé-réalité ou ces émissions de ce type, on a des gens qui sont, je vais appeler ça des taupes, mais qui sont proches de la production. Parce que quand dans des épisodes il se passe pas grand chose, c'est eux qui vont créer les clashs. C'est eux qui vont créer du biscuit, parce que sinon on se retrouve dans le problème de Love Story où il se passait pas grand chose. Donc maintenant, pour qu'il se passe des choses, normalement vous avez des candidats qui sont un peu payés plus cher, ça peut être 500, 600 euros de plus, parfois 1000, et qui ont comme objectif de foutre le bordel en fait, c'est très clairement ça. Donc voilà, donc c'est l'avantage de la télé-réalité pour la télévision, c'est que ça marchait pendant très longtemps. Au tout début de la télé-réalité, ça faisait des cartons, ça faisait de la programmation sur très long terme, et puis ça coûte pas cher. Donc ça a été un réel tiroir caisse pendant une dizaine d'années, on peut dire entre 2001, 2010, 2011, où ça commence à être la fin de la télé-réalité qui marche très très fort. Tout le temps, il y en avait. Voilà, TF1 en diffusait, M6 à un moment, ça en était fait même sa spécialité. Au début des années 2000, M6 enchaînait les télé-réalités, alors parfois qui faisaient des flops, parfois qui faisaient des cartons. Et puis, ça, de moins en moins, ça a eu d'intérêt. De plus en plus, ça a été négligé par la télévision pour des raisons extrêmement simple, l'image pour la chaîne. C'est vrai que les chaînes comme TF1, comme M6, on a catalogué M6 et TF1 comme des chaînes de télé-poubelle dans les années 2000. Elles ont eu des très mauvaises images et ça avait une incidence sur leurs autres types de programmes qui marchaient moins bien. Et
un moment, TF1 et M6, ils en ont eu marre en fait d'être catalogués de cette manière, d'avoir cette image-là de télépoubelle. Pourquoi ? Parce que ces émissions-là, c'était des séquences de clash, c'était des bagarres, c'était des engueulades. C'était ça qui faisait le charme. J'ai jamais trouvé ça intéressant, mais qui faisait pour les téléspectateurs le charme de ces émissions. Mais ça provoquait une image un peu délectable pour ces chaînes de télévision. Aujourd'hui, pourquoi Énergie 12 est considérée comme une chaîne de merde par beaucoup de gens ? C'est parce qu'il y a de la télé-réalité sur Énergie 12. Donc, ça a commencé à vraiment refroidir énormément les chaînes de télévision. Et puis, les audiences ont commencé à baisser aussi, à partir de 2008-2009. Secret Story est vraiment la transition, c'est-à-dire vous regardez les 2-3 premières saisons de Secret Story, ça marche pas mal, et ensuite ça s'écroule en audience. On est passé en 2-3 ans, c'est-à-dire entre 2012 je dirais, et 2015, de 2 millions de téléspectateurs à 600 000. À 2 millions de téléspectateurs, c'était intéressant pour les grandes chaînes de télévision. À 600 000, ce n'était plus du tout intéressant pour ces chaînes de télévision. Donc ça a commencé à quitter les grandes chaînes, ça a commencé à se retrouver sur la TNT. Et puis, il y a des chaînes de la TNT qui ont décidé d'arrêter d'en faire aussi. C8 avait eu des idées de faire de la télé-réalité, et puis d'enfermement, et puis au final, ils ont arrêté parce que cette télévision-là ne marchait plus. Pourquoi ça a commencé à être moins apprécié par les téléspectateurs ? Pour plusieurs raisons. Il y a déjà eu des drames avec la télé-réalité. Parce que il y a eu un énorme problème au niveau du suivi des candidats. Ça a commencé dès Love Story. Loana, il n'y a jamais eu de suivi et c'est peut-être pour ça qu'elle a mal tourné derrière. Mais même la Star Academy, où on a fait croire à des gens que ça allait être des stars, alors que grosso modo, à part Jennifer Nolwenn Leroy, il n'y a personne qui est sorti de la Star Academy de ses premières années. Et il y a eu des drames, il y a eu des suicides également sur des émissions de télé-réalité, ce qui fait que les chaînes de télévision, quand il y avait des suicides, c'était très compliqué parce que derrière, quand vous faisiez une émission de télévision et que derrière il y a un mec qui suicide, et le produit que vous avez produit, l'émission en elle-même est annulée, donc c'est-à-dire les 3 mois de montage, les 6 mois, les 3 semaines de tournage, les 4-5 mois de tournage, les 2 semaines de présentation du programme, tout ça tombe à l'eau. Donc c'est vrai qu'il y a des boîtes de production qui ont décidé d'arrêter. Et puis en termes d'image, c'est vraiment en termes d'image où ça commençait à être catastrophique, et surtout les chaînes de télévision mettaient de moins en moins de budget. Donc c'est vrai qu'il y a des sociétés de production qui se sont dit on fait plus d'argent en faisant des jeux ou en faisant des émissions type La meilleure boulangerie de France qu'en faisant ce type d'émissions de télépoubelle, et qui ont décidé d'arrêter tout simplement. Donc ça a été des choix comme cela. Du côté des audiences aussi, il y a un élément qui a modifié pas mal ce type d'émission. C'est les candidats qui étaient de plus en plus habitués au rouage de la télé-réalité. C'est-à-dire qu'énormément de candidats étaient habitués à savoir qu'il fallait faire ça pour être connu. Ça a créé des Michael Vendetta, des mecs qui savaient que s'ils faisaient ça... Et en fait, on a eu de moins en moins de candidats naturels et de plus en plus de candidats formatés. Et au bout d'un moment, t'en vois 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais quand tu vois toujours des clashs qui ont l'air un peu faux, des fausses paparazzades, et toute cette économie-là, en fait... qui avait l'air naturel, qui avait l'air normal, est devenu quelque chose de travaillé, et la télé-réalité en fait c'était le temple du non travaillé, le temple de l'improvisation. Et quand c'est devenu quelque chose de très travaillé, où il y avait des embrouilles de tous les côtés parce que les mecs n'hésitaient pas à se faire des ennemis, puis en fait ils n'étaient pas ennemis, et puis à défoncer l'autre 3 semaines après dans une interview chez Morandini, ça a commencé à plus du tout intéresser les gens. Voilà. Je pense aussi que ça correspondait, la télé-réalité d'enfermement, à une époque très précise de la télévision, où on a eu des émissions très trash à la télévision dans les années 2000. On a beaucoup parlé de la télé-réalité d'enfermement, de la Star Academy, de toutes ces émissions-là, oui, je me gratouille le nez, qui étaient des émissions de télé-poubelle. Mais ne négligeons pas que la télé des années 2000 n'est pas la meilleure télé du monde. On avait des émissions, c'est vrai que la méthode Coé avait des séquences qui étaient très trash. Remater ça se trouve pas sur YouTube, je pense. Remater des séquences de la méthode Coé, des séquences qui passaient après minuit,
c'était très trash avec des actrices porno ou des stripteaseuses où il y avait des séquences très très qui aujourd'hui passeraient plus du tout à la télévision, hein. Ça c'est clair et net. Mais il y avait les variétés de l'époque, même les chanteuses de l'époque, tout était plus trash, plus on essayait de sexualiser n'importe quoi. C'est-à-dire, même une chanteuse qui avait une belle voix, on essayait de la sexualiser. C'était une autre époque. Et je pense que ça correspondait bien à ce côté rebelle de la télévision, ce côté trash, rebelle un petit peu qu'avait la télé dans les années 2000 et qui a été de moins en moins le cas au milieu des années 2010 où la télé voulait devenir quelque chose de plus premium, de plus travaillé, de meilleure qualité. Et la télé-réalité d'enfermement, qui aujourd'hui ne fait plus grand chose en audience, ça s'est arrêté sur les grosses chaînes parce que voilà, c'était plus non plus dans l'air du temps. Même si aujourd'hui, il faut pas croire que la télé-réalité est terminée déjà, parce que vous avez encore des émissions de télé-réalité d'enfermement comme Les Anges ou comme Les Princes ou Les Ch'tis à Mykonos, mais que vous avez également, et on le verra dans cette troisième vidéo, des émissions qui ont tous les codes de la télé-réalité, mais qui disent qu'ils ne sont pas de la télé-réalité. Par exemple, Touche pas à mon poste. Et on en parlera dans cette troisième vidéo. Je vois qu'on est déjà à 26 minutes, donc on va s'arrêter là. Je pense qu'on a déjà assez parlé de la télé-réalité d'enfermement. Peut-être que je reviendrai sur certaines de ces émissions, peut-être un jour. Mais c'est vraiment pas mon kiff, très clairement. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez connu cette époque. Me donner votre avis sur ces émissions-là, sur cette télé de cette époque-là. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu également, à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!